Bonjour et bienvenue dans Chemin intérieur. Je suis Elodie Host, maître praticienne en hypnose ericksonienne et opératrice en hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ce podcast est une invitation à explorer les multiples facettes de nous-mêmes, ces chemins intérieurs qui nous guident vers la compréhension, l'apaisement et la transformation. À travers des réflexions, des outils pratiques, des témoignages authentiques et des interviews de thérapeutes, je vous propose de découvrir les différentes parts de soi et les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Merci de me rejoindre dans cette aventure sur nos chemins intérieurs. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'IFS, l'Internal Family Systems, et de la théorie polyvagale avec Lara Manjoubert. Elle nous partage son parcours, sa philosophie et comment ces approches transforment la relation à soi. Préparez-vous à un échange riche et inspirant. Bonjour Lara. Bonjour Elodie. Et Comment bonjour vas-tu? à tous ceux qui nous écouteront. Ouais. Comment vas-tu? Alors ce soir, je suis curieuse de voir ce qu'on va partager ensemble. Et ça va bien. Ouais. Bon, on se connaît parce qu'on a fait une formation d'hypnose ensemble. Ça a été une très très belle rencontre et depuis on est resté en relation. Et j'ai eu envie de faire cette interview avec toi parce que ce qui m'a le plus attiré à toi, c'est vraiment cette qualité d'écoute, cette empathie, cette finesse dans ta façon d'accompagner les gens que je trouve formidable. Donc j'aimerais que tu te présentes à nous en quelques mots, Lara. Waouh, en quelques mots. Bon, je suis déjà touchée de ce que tu me renvoies. En quelques mots, je dirais que ce parcours qui m'a amenée à être aujourd'hui thérapeute, notamment en IFS, c'est un chemin d'humanité, de rencontre avec déjà mes propres parts, mais à l'époque je ne le savais pas. Puisque j'ai commencé en étant scientifique, donc avec des parts très rationnelles, très mentales, très analytiques, voilà. Ensuite, je suis devenue accompagnante des acteurs de l'écologie, qui travaillent sur le terrain, dans l'action, et qui sont un peu des parts qui managent des situations, et qui essayent de faire changer la planète, de faire changer les autres. Et ces acteurs de l'écologie, que je rencontrais du coup avec des demandes plutôt de gestion de projet, opérationnelle, arrivaient très en souffrance. Donc avec aussi des endroits exilés, des endroits, on dirait en IFS, blessés, avec des manques de reconnaissance, de l'épuisement, voilà, des choses qui relèvent de l'accompagnement, on dirait plutôt individuel. Et je faisais comme je pouvais en accompagnement collectif, en facilitation, en formation, en conseil, voilà. Et c'est depuis cette expérience-là, pendant des années, que j'ai créé un espace intérieur d'accueil de ce que l'autre amenait, avec bienveillance, avec sans jugement, parce que je savais vraiment aussi leur quotidien, comment c'était difficile. Et puis, voilà, au moment du confinement, j'ai eu comme un déclic, enfin, il y a des choses qui se sont passées pour moi, et j'ai senti que j'avais besoin de enrichir ma palette de couleurs d'accompagnement, et je me suis formée en tant que thérapeute pour les accompagnements individuels. Et aujourd'hui, je suis praticienne, mais je ramène aussi ces compétences et ces éclairages dans le champ des groupes et des équipes. Super. Ouais. Alors du coup, l'IFS, pourquoi l'IFS? Je t'entends parler de part depuis tout à l'heure. Oui, j'ai pas expliqué ce que c'était. Alors, le terme IFS veut dire en gros qu'il s'agit d'un système, donc famille pour système, Internal Family System, la famille intérieure en quelque sorte. Mais en fait, moi j'ai souvent tendance à dire que l'IFS, c'est pas une histoire de part, c'est une histoire de self. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire. Mais en fait, voilà. Euh, pour une situation au quotidien, chacun d'entre nous, on a déjà expérimenté d'avoir des points de vue intérieurs différents. Donc par exemple, je sais pas, une situation, voilà, un choix à faire dans la journée, on peut avoir des endroits de nous qui sont motivés, des endroits qui ont la flemme, des endroits qui ont peur. Voilà, Oh que oui, on vit tout ça en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà. très bien. Donc ça peut se manifester par des moments d'émotion, de pensée et de ressenti qui parfois semblent contradictoires entre eux. Voilà. Et donc on pourrait dire qu'on a plusieurs parts de nous qui s'expriment successivement. C'est comme ça qu'on va les appeler. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est l'image qu'on a en général de l'IFS. Mais en réalité, ce que j'aime dans cette pratique et ce qui m'a vraiment été pour moi le coup de cœur, vraiment le coup de cœur, c'est que
Il s'agit de rencontrer chacune de ces parts depuis un endroit central, plein de curiosité. Donc, c'est les qualités du self, de curiosité, de bienveillance, d'amour, de patience, de confiance, d'écoute. Voilà, il y a d'autres qualités comme ça. Et quand en thérapie, le patient apprend à rencontrer ses parts et à les accueillir depuis cet endroit-là, Ouais. ça, on va dire, ça augmente sa capacité de self, sa capacité d'être lui-même au contact de cet endroit de lui qui n'est pas une part. On pourrait dire que c'est un peu le centre de notre personnalité. Voilà, Mhm. on peut faire des liens avec les HRE, on peut faire des liens avec d'autres approches, mais voilà. Et du coup, une part de nous, en général, euh, c'est un endroit qui a vécu quelque chose de difficile et du coup qui s'est créé une stratégie de survie à sa façon. Et en fait, quand elle contacte le self du système, donc le self du patient, du thérapeute, du client, euh, elle vit la part une réassociation, on pourrait dire quelque chose comme ça. Elle reconnaît que elle fait partie d'un système et il y a du self. Et ce moment-là, c'est absolument merveilleux. C'est Hmm. trop beau à voir et à vivre. Alors, du coup, quand tu parles de réassociation, ça veut dire que ces parts, en fait, c'est des parts dissociées de nous à un moment donné, liées à des expériences de vie? Oui, alors dissocier est un mot un petit peu trop fort. Ok. Voilà, on voit dans d'autres approches thérapeutiques auxquelles je suis formée, on a des échelles de dissociation, donc voilà, je n'irai Hmm. pas jusque-là. Mais on peut dire que c'est souvent des facettes de notre personnalité qui se sont développées en réactivité à des événements ou un contexte, à une période de notre vie. Donc très souvent, une part, elle a un âge. On peut lui demander, en fait, on peut voir, on peut sentir que cet endroit de nous qui est en colère, Hmm. si je vais, donc les séances d'IFS se font légèrement en état de conscience modifié. On n'est pas en hypnose, mais on est quand même à un endroit un peu. Voilà. Donc très souvent, les patients, ils sont super étonnés parce que d'un coup, ils disent ah mais elle me parle, elle me répond, puis il y a une image, et puis voilà, Eh oui. comme ce que tu connais en fait, voilà. Et donc elles ont souvent un âge. Et du coup, on peut repérer que mais là, cet endroit en colère, en fait, il a 4 5 ans, en fait, au fond. Ou c'est très ancien et c'est quelque chose d'archaïque et ça c'est le nouveau-né, ou c'était un adolescent, ou voilà. Et donc c'est pour ça qu'on parle de dissociation, c'est que souvent ça va être, on retrouve pas forcément un événement d'origine et on le cherche pas, hein, c'est pas l'objectif, Hmm. mais c'est ce qu'on a naturellement développé, voilà. Et les parts ne sont pas un problème, on a tous énormément de parts différentes et ce sont toutes des ressources du système avec les moyens du bord. Donc parfois elles font ce qu'elles peuvent et c'est pas toujours heureux dans le présent, mais ça a été utile à un moment donné dans notre histoire de vie. Voilà. Et c'est ce que j'aime particulièrement dans la découverte, parce que moi, c'est grâce à Lara que j'ai découvert l'IFS et ce que ça représentait. Et donc, pour moi, c'était très en corrélation avec ma dynamique dans l'hypnose régressive ésotérique, mais même dans l'hypnose, ça m'a beaucoup inspiré, cette histoire de self, de ce retour à soi, de ce centre bienveillant en soi qui va faire en sorte que toutes les toutes les petites facettes qui ont peut-être pas eu assez d'attention et autres, elles puissent recevoir cette attention et que on sort de cette dimension, de ce discours de combat intérieur, de faut lutter contre ses parts, faut lutter contre ci, lutter contre ça. Non, là, le but c'est de se réconcilier, c'est de prendre soin, c'est de réunir, de rassembler et ça, moi, je trouve ça formidable Mhm. de recréer l'unité. C'est exactement ça. Exactement. Et puis il y a quelque chose dans cette unité là comment dire, c'est comme si parce qu'il y a eu enfin parce qu'il y a eu une part qui a exploré une direction de nous, on va dire ça comme ça, et qui a développé du coup à la fois des qualités et à la fois peut-être des fardeaux ou des blessures ou qui a vécu des choses difficiles. Mm, Quand il y a réassociation, il y a un mouvement d'amour intérieur pour soi-même euh, mm. qui, qui est très très beau. Et voilà, c'est comme si, tu sais, je travaille sur les questions d'éco-anxiété et d'éco-résilience. Et dans la notion de résilience, il y a la notion que par rapport à un trauma ou un événement difficile, on apprend de l'expérience et on est plus riche après, C'est tu ça. vois. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est comme si le système, euh, voilà, après une séance en général, il y a quelque chose comme un apaisement, un mieux-être, un soulagement, mais il y a aussi comme dans la paix intérieure qui est là, il y a aussi beaucoup plus de ressources.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, si elle ne trouve pas le mot, je lui proposerai ressources, parce que c'est exactement le terme que j'emploie. Voilà, c'est une transformation d'apprentissage en ressources dans votre bibliothèque intérieure qui va être ensuite accessible. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on s'enrichit, quoi. C'est un vrai enrichissement. C'est ça. Et du coup, voilà, ça c'était pour présenter ce qui se passe en gros dans une séance, enfin je vais résumer, hein, mais pour le patient. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ça ne marche pas depuis le mental. Ah, le Ce fameux. n'est pas possible. C'est-à-dire que au début, oui, parce que dans mon parcours, je n'ai pas précisé, mais j'ai été d'abord patiente, enfin cliente en thérapie IFS moi-même, longuement avant de devenir praticienne. Et donc, c'est pas parce qu'on a lu un livre Mmh. qu'on a compris qu'on peut le faire. Voilà. Mmh. Et en fait, ce qui rend possible ce mouvement intérieur qu'on vient d'expliquer, c'est la présence d'un état de self suffisant autour. Alors, on peut le faire soi-même, mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Voilà. Enfin, ça demande. Des fois, c'est pas possible, mais c'est parce qu'il y a suffisamment de self dans l'espace concret de l'accompagnement thérapeutique que ça va aider le self du client à faire cette réassociation. Et donc, nous, en tant qu'accompagnants, accompagnantes, dans la posture du thérapeute, pour moi, c'est un endroit d'humanité et c'est un endroit presque horizontal. C'est-à-dire que je suis à côté, un peu comme une sage-femme est à côté de la femme qui est en train d'accoucher, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, de voir la beauté de ce qui est en train de se vivre et de respecter le système et le rythme du système. Voilà, c'est pas avec moi que ça se réassocie, c'est avec le self du patient. Oui. Et donc c'est une posture pour moi qui est très juste, qui est vraiment la facilitation telle que je la pratiquais avant dans les groupes. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être celle qui a la solution. J'ouvre mon espace de self dans le cœur, en fait, et je crée. Bon, évidemment, il y a les questions, il y a l'art d'accompagner en trouvant les mots justes, voilà, Bien tout ça, sûr. bien sûr. Mais c'est par cette qualité-là de présence, en fait, qu'on accompagne et que le patient peut faire son travail lui-même, en fait. Et oui, et donc c'est ce plan dont tu parles qui est horizontal dans la présence, c'est très dans le corps, c'est Mm. très dans une espèce de co-régulation pour Total. transiter sur la théorie polyvagale peut-être, qui est très Exactement. importante. Merci Elodie. Ouais, c'est vraiment ça. Ah. Alors déjà, oui, donc le corps, quand on va accueillir une part, très souvent, une des questions qu'on va poser, c'est est-ce qu'il y a un endroit dans ton corps Mm. où tu sens particulièrement ça? Donc après, on va pouvoir utiliser ça. Il y a vraiment des sensations parfois extrêmement surprenantes hein, qui vont surgir au moment de la séance dans le corps, avec des signaux agréables, désagréables, des fois des couleurs, des imaginaires. Les patients vous racontent qu'ils voient des trucs dans leur corps. Enfin, c'est incroyable. Et ça, c'est quand le patient a réussi à bien descendre dans son corps grâce à toute cette ambiance générée par ton self, ta propre capacité à ouvrir ton self, ouvrir ton cœur, cet espace de confiance et de sécurité. Parce qu'effectivement, des gens dans le mental, j'en ai eu en séance, excuse-moi, je te coupe, c'est juste que j'ai eu un exemple comme ça qui était vraiment impressionnant. Je demandais où c'était dans le corps et la personne raisonnait. J'ai dit, oui, mais c'est où dans le corps? Et elle raisonnait. Et à un moment donné, j'ai dit, oh, le mental là. On sait que tu es présent. On t'a entendu. Maintenant, j'aimerais entendre le corps. Et là, c'est descendu d'un coup. Et Mm. il y a une sensation très puissante dans le corps. Et là, j'ai dit, c'est bon, on y est. On va pouvoir commencer. Mm. Ouais, Donc ouais. oui, il y a une vraie... à la fois, c'est un tout, mais il y a une vraie distinction entre le fonctionnement qui est purement mental et nous, ce qu'on va aller chercher, ce qui est juste pour faire ce type de thérapie, de travail, c'est d'aller dans le corps. Et oui. Et en même temps, comme tu le décris ainsi justement, bah, culturellement, des fois, on est coupé, on est Mm, dissocié. Et du mm. coup, faire un lien avec la théorie polyvagale à cet endroit-là, on sait que selon les sujets qui sont abordés, ça dépend d'une séance à l'autre, hein, c'est pas les patients qui sont forcément à cet endroit-là, mais ça dépend des thématiques. Il y a des endroits qui sont verrouillés par des grosses dissociations. Et on n'a Oui, pas accès aux sensations corporelles. Et parfois, c'est un système de défense. Tu vois, ça tout peut à être fait. quelque chose qui Mmh, s'est mis en place pour protéger. Et c'est là, c'est ça. important de ne pas forcer non plus d'écouter ça et d'accueillir. On peut Mmh, le voir, on le perçoit en fait. Comme tu dis, ça mmh, fait des zones comme des bulles fermées, comme des zones mmh, où on n'arrive pas à descendre. Ou voilà. Mais mmh. on peut Puis même nommer. dans l'attitude, on sent que Voilà. on sent qu'il y a une opposition forte, une résistance forte. On sent le mécanisme de protection qui s'oppose. Et Et tu vois, plus on va pas y voilà. aller. Et plus c'est comme ça, et plus il faut, moi je dis reculer, c'est pas le terme, mais plus il faut laisser d'espace. Mmh,
et être patient et vraiment accueillir. Et des fois, il va falloir plusieurs séances. On va passer par d'autres portes, d'autres parts, d'autres histoires, jusqu'à ce que le niveau de confiance soit suffisamment là, suffisamment présent et assez de confiance pour que doucement quelque chose se montre. Et parfois, on va avoir une part, donc on est toujours dans l'IFS là, mais on va avoir une part qui se présente et qui dit juste qu'elle ne veut pas travailler. Et Oui, on va célébrer qu'elle soit là et on va la remercier de se montrer et on va juste l'accueillir en lui disant que on entend qu'elle ne veut pas travailler et on lui demande qu'est-ce qu'elle voudrait faire. Tu vois? Et voilà. ouais, c'est génial. Et voilà, rien que ça, on n'entend pas ça dans toutes les thérapies, on n'entend pas ça non plus dans les salles de classe ou de réunion. Ok, aujourd'hui tu es indisposé, mais c'est pas grave, merci d'être là quand même. Et ça peut avoir, et là on va rejoindre la thérapie polyvagale, ça peut avoir un effet extrêmement guérisseur parce que parfois cette part n'a jamais pu être accueillie ou entendue depuis la toute petite enfance. Oui, ça peut être déjà énorme pour elle. Oui. Et Juste de OK, t'es là, super, on te voit, on t'a vu, merci d'être là. parce que dans les besoins fondamentaux, donc ça c'est plutôt la théorie de l'attachement, mais dans les besoins fondamentaux, il y a le besoin d'être vu et Et oui, d'exister, d'avoir le droit d'exister. Et c'est à la base de nombreux, trouble. j'allais dire, traumas relationnels ou Mmh, troubles relationnels quand ça n'a mmh, pas été nourri suffisamment pour le petit enfant, ou ensuite quand on grandit, bien sûr, souvent c'est la suite. Voilà. c'est ça. Eh bien, il faut commencer par là. Et les parts vont présenter des fois des difficultés relationnelles avec le thérapeute, mais c'est pas grave du tout. L'essentiel, c'est de n'avoir aucune intention aucune intention sûre, en fait. Juste l'intention de rencontrer, d'accueillir. C'est beau Et ce que tu dis. Juste rencontrer et accueillir. Voilà, ça décharge de l'impératif de résultat, de solution, c'est juste accueillir et oui, accompagner oui, et aller avec. ouais. Et ça, c'est extrêmement puissant. Mmh. Et Ah bah parfois, ça oui. transforme beaucoup plus que si on a une intention de transformer. Mmh. Et du coup, ça demande à soi, en tant que thérapeute, beaucoup de confiance. Exactement, c'est ce que j'allais te dire parce que moi, c'est ça que j'admire chez toi, cette capacité que tu as à rester à cette juste place dans le respect total de l'autre. C'est incroyable, c'est vraiment un ton super pouvoir. Et peut-être parce que je l'ai reçu. Je l'ai reçu aussi d'autres thérapeutes, je l'ai reçu d'autres amis, dans la pratique, dans la formation que j'ai faite aussi, j'ai reçu beaucoup de très très beaux moments d'accompagnement et du coup, j'en ai le goût en moi, tu vois, et Ouais, c'est ça. oui, Mm. mmh et ça se sent. Ouais, donc tu parlais de la théorie polyvagale et j'ai pas trop répondu. Est-ce que tu aurais des questions particulièrement à ce Et sujet? ben, du coup, la théorie polyvagale, on avait rebondi sur le corps. Oui. L'importance du corps et moi j'ai découpé ça en parlant de mon ma petite expérience avec la personne qui avait un fort mental. Mais donc oui, on parlait de l'importance, du corps, dans cette relation horizontale, pour pouvoir établir, cet espace de sécurité, agrandir cet espace pour accueillir, voilà, toutes les facettes, qu'elle puisse être vue et entendue. Mhm. C'est ça. Oui, donc cette façon d'accueillir, ça peut sembler genre simplement gentil ou bisounours ou je sais pas, mais en fait, c'est très puissant pour transformer les situations quotidiennes, de tensions intérieures, de conflits, d'émotions, des questions familiales, des questions relationnelles. Enfin, on peut aborder tout un tas de thématiques. Les parts vont apporter des éléments de blocage et de solution sur un sujet. On demande autour d'un sujet l'avis des parts, voilà. Mmh, Donc ça, cette approche-là, elle fonctionne du moment que le patient a accès à ses parts. voilà. Et il y a un moment où ça devient plus compliqué. Soit on a des émotions qui submergent le système, voilà, ça peut arriver. Enfin, non, on va pas laisser faire ça, il n'y a pas de submergement, mais on va avoir des émotions qui, le patient n'arrive plus à les accueillir depuis le self. Oui. Il va y avoir comme le mental dont tu parlais, des bulles de mental peut-être, où il peut y avoir quelque chose qui est en colère contre soi-même, où il y a trop de jugement, ou des choses comme ça, voilà. Et là, on n'est plus dans les capacités de vraiment accueillir clairement, facilement en IFS. On va y revenir, mais en général, moi je fais un détour dans ces cas-là, et on va aborder les choses sous un autre angle. Donc la grille de lecture, on peut dire, de la théorie polyvagale, c'est de regarder les réactions de notre corps, et donc de tout ce que ça engendre ensuite en réaction émotionnelle, verbale, voilà, tout ça, en termes de perception de sécurité. Mmh. Et là, donc, pour expliquer en quelques mots, le mot polyvagal, ça vient du nerf vague, vagal comme nerf vague. Donc, je ne sais pas si, voilà, ce que toi, tu avais appris quand tu as fait
tes études ou en formation, moi j'avais appris il y a longtemps la notion de sympathique, parasympathique. Voilà. Un vieux truc qui traîne dans Voilà. C'est ça. l'anatomie, voilà. Le malaise vagal, voilà. Et en fait, dans les années 90, Stephen Porges a découvert que, en fait, anatomiquement, au niveau de la structure vraiment anatomique du corps, le nerf vague était composé de 3 branches distinctes qui avaient un historique, des fonctions et une nature, on va dire, en termes de biochimie, après les neurotransmetteurs et tout ça, très différentes. Et donc, comme c'était 3 branches au lieu de 2, on appelait ça polyvagal, pour nerf vague. Tout simplement. Voilà, Avec plusieurs branches. voilà. Donc 3. 3. Et en fait, chacune de ces branches gère à sa façon les situations de danger ou de sécurité. Voilà. Donc quand je dis gère, ça veut dire que, pour faire très simple, je caricature vraiment, mais quand par exemple on est confronté à un danger stressant, par exemple je vais louper mon bus ou voilà quelque chose comme ça, je vais devoir courir pour attraper mon bus. Donc là, dans un système régulé, ce qui se met en place, c'est que la branche du nerf vague, qu'on appellera sympathique, prend les commandes et va moduler les fonctionnements des différents organes du corps et envoyer un afflux aussi au niveau de la partie limbique du cerveau archaïque primaire en rapport avec la notion de stress. Enfin, ça dit, il faut se mobiliser. Donc la partie sympathique, elle parle de mouvement, d'action, de vigilance, de tension et éventuellement de combat ou de fuite, de mouvement, tu vois. Donc on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, on va avoir l'afflux sanguin qui s'accélère, on va avoir la digestion qui diminue, enfin tu vois ce qu'on connaît habituellement de la notion de sympathique. Ok, ça c'est quand le danger, il est, on va dire, gérable par la course. Action-réaction. Action-réaction, voilà, tu vois, voilà. Donc dans notre quotidien, on n'est pas en train de s'échapper d'un lion qui nous court après, mais on doit peut-être être stressé parce qu'on va parler en public, on a notre patron qui attend le rapport, on est en retard, on s'engueule avec ses enfants, enfin voilà. Donc, oui, on a quand même pas mal de situations où le sympathique voilà, qui rentre en action. Voilà. La normalité, c'est que quand ça se déclenche, ça revient ensuite à un état de calme. Ça, c'est l'état normal. C'est-à-dire que ça n'a qu'un temps, cet état sympathique. Et on avait appris autrefois qu'il y avait la branche calme, qu'on appelait parasympathique, plutôt régulée, plutôt, on va dire, inhibitrice de ces fonctions de tension. Tu vois. Et bien, en fait, la théorie polyvagale, elle nous dit pas du tout. Il y a 2 branches. Il y en a une qui correspond à un état... Donc 2 branches dans le parasympathique. Exactement, le parasympathique a 2 branches. Une qui correspond à un état vraiment sécure, donc que Stephen Porges a appelé le ventral, c'est une question d'anatomie, voilà. Où là, c'est un état calme, on dirait en IFS régulé, où donc je suis disponible et où anatomiquement, quand la branche ventrale elle prend les commandes, ça va stimuler tout ce qui est relationnel, donc tout ce qui est facial au niveau des micro-mouvements et de la perception sensorielle. Donc quand je suis en ventrale, je vais beaucoup plus percevoir les signaux autour de moi relationnels que si je suis en sympathique. C'est vraiment physiologique, tu vois, au niveau des yeux, au niveau du cerveau, au niveau de... Voilà. C'est l'ouverture. Voilà, ouverture, curiosité. Donc au niveau cognitif, ça fonctionne beaucoup mieux. Au niveau intelligence, au niveau créativité, au niveau inspiration, intuition, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça, ça va être biologiquement beaucoup plus facile. Voilà. Et puis, c'est calme à l'intérieur du corps. Donc, il y a de la détente, le diaphragme est détendu, enfin, ça va faire plein de choses. Et on a un afflux plutôt de type ocytocine, plutôt que adrénaline, cortisol, du sympathique. Ouais, donc c'est agréable. Voilà, et c'est relationnel. La caractéristique de cet état-là, c'est que le corps, il est prêt pour la relation. Voilà, donc ça se goûte comme ça. Oui, et puis c'est dans cet état-là aussi que tout bêtement, les fonctions physiologiques du corps fonctionnent de façon optimale. Exactement. C'est notre état de ressources. C'est notre état de ressources, de régénération, de ressources, de confort. Exactement. Notre état optimal. Et de lien. Et c'est un état relationnel. Parce que cet état-là, il s'est développé historiquement avec le fait qu'en tant que mammifère, pour la survie, il fallait du lien social. Et oui. Cet état-là, voilà, c'est la façon de gérer la survie, non pas par le combat ou la fuite, mais par le lien. Voilà. Et la 3e branche, elle est aussi en état basse énergie, mais elle correspond à un danger très très grand, un danger mortel, on va dire. Là, c'est basse énergie, mais c'est figé. Donc,
ça correspond à des moments où j'ai tellement peur, même si c'est juste de mon chef qui me crie dessus en réunion, enfin, ou je sais pas, ou de quelque chose de difficile, c'est pas forcément un danger mortel, ça peut être quelque chose D'insurmontable, qui qui paraît insurmontable paraît peut-être. insurmontable pour des parts de nous, pour des endroits de nous peut-être C'est ça. fragiles ou vulnérables, Mm. que physiologiquement, dans le corps, on va avoir quelque chose qui se fige. Donc, on Ouais. va avoir la respiration qui se bloque, le diaphragme qui se fait tout petit, toutes les fonctions qui se paralysent, le cerveau qui devient confus ou numb en anglais, tu sais, genre comme Oui, bloqué, t'as bugué. Le t'as bug. bugué, voilà, t'as bugué. Relationnellement, il n'y a plus personne. On C'est a le ça. champ de vision qui devient hyper rétréci, on ne voit plus rien. Enfin, voilà. Et depuis cet endroit-là, en fait, on essaye de disparaître. Donc, on se fait tout petit. Il y a quelque chose qui se fige. Voilà. Et donc, dans la journée, l'idée, c'est que selon le niveau de stress qu'on va rencontrer, notre système va alterner entre ces mouvements en n'étant pas souvent en dorsal. L'idée, c'est que de temps en temps, on a des petits moments de dorsal, des moments de sympathique, et puis qu'on soit majoritairement en ventral. Ça, c'est le fonctionnement idéal. Mais dans le monde moderne, c'est pas vraiment ça qui se passe. Mm. Très souvent, ce qui s'est passé, c'est que dans notre croissance, on a connu des choses peut-être pas ajustées, pas forcément graves, ni des traumas, mais pas ajustées, qui font que notre système s'est dérégulé et a trouvé des états d'équilibre, on va dire en surchauffe ou en dorsale. Donc, on va peut-être avoir un état de base, selon chacun, plus ou moins avec des dosages différents entre ces trois branches. Ok. Et certaines situations vont nous faire vont nous faire prendre des choix physiologiques pas toujours optimales. Voilà, ou pas toujours. Donc, on peut se retrouver figé en réunion complètement, alors que ce serait bien d'être en ventral à ce moment-là. Mais c'est plus fort que nous. Le corps, ces réactions-là du système nerveux autonome, elles sont incontrôlables par le mental. Elles sont prioritaires, en fait. C'est tellement archaïque que ça bypasse le cerveau. C'est même plus profond que les émotions. Voilà. Et le corps prend les commandes. Voilà. Et alors, parce que les pourcentages, ça parle. Parlons de pourcentage. Quel est le pourcentage où le corps prend les commandes par rapport au mental, au cerveau? Alors, c'est pas. Alors, je ne saurais pas te répondre en termes de situation, parce que je crois maintenant que c'est un peu tout le temps qu'en fait, c'est le corps qui a les commandes. Mm. Mais C'est en ça. termes d'influx nerveux, on dit qu'il y a 80% d'influx. Attends, je sais pas Oui. comment dire. Parlons du mouvement. 80% qui part du corps vers le cerveau et Voilà. 20% du Et cerveau vers le 20% qui corps. contrôlent vers le corps. Donc, en termes de quantité d'informations et voilà, c'est pour donner une idée. Voilà. Oui, pour donner une idée quand même que, bon, voilà, le corps, on est quand même très régulièrement en pilotage automatique, hein. Voilà, exactement. Et donc, l'approche polyvagale en thérapie, c'est avoir conscience à chaque instant. Donc, nous, en tant que thérapeute, on doit en permanence être au contact de dans quel état est notre propre système nerveux autonome, donc Oui. ces branches du nerf vague. Et on va suivre l'état du système nerveux autonome du patient et on va accompagner un mouvement de régulation de retour au ventral, pour faire Donc ça, simple. c'est important, tiens, que tu, donc l'état régulé, c'est quoi? C'est cette capacité à passer d'une branche à l'autre Oui, de façon en sach dynamique, fluide. Voilà. et puis tant qu'à faire consciente, c'est-à-dire, Alors, ou consciente pas en général, spécialement. là, c'est nous, en tant que thérapeute, on nous demande d'être conscient de ça. C'est important. Oui, mais disons que si tu es dérégulé, à un moment donné, il va falloir passer par, la connaissance et prendre conscience de ces différents états pour se dire: «Tiens, là, j'ai basculé dans le dorsal, ça fait un petit moment que j'y suis, il va peut-être falloir que que je fasse quelque chose». Alors, ça peut aider. Et c'est vrai on va voir se développer chez nos patients une culture de ça, de pouvoir repérer eux-mêmes, Mmh. d'abord chez les autres en général, Oui, c'est puis vrai, après c'est sur ça. eux-mêmes. Mmh. Ces passages d'un état à l'autre qui sont parfois subtils et qui sont parfois mélangés, hein, tu vois, c'est pas toujours Oui, aussi clair, bien c'est évidemment. pas toujours aussi clair, oui. Voilà. Mais c'est pas nécessaire d'avoir la compréhension, qu'on Mmh. appelle métacognition, c'est pas nécessaire d'avoir la compréhension pour que ça fonctionne. En fait, dans tous les partout les enfin, moi, je suis hyper touchée parce que je suis allée en Inde, je suis allée au Maroc, enfin, je suis dans pas mal de pays et en fait, les mamans, les grands-mères, elles savent tellement co-réguler, elles savent y faire, mais instinctivement, quoi. Il y a quelque chose d'animal dans ce mouvement-là, tu vois? Donc l'accompagnement d'un figement dorsal de retour vers un endroit plus sécure ou d'un sympathique ou d'une boucle dorso-sympathique, excuse-moi, c'est du jargon, mais tu vois? Vers un endroit plus sécure,
Euh, Bien sûr on a des choses qu'on apprend en formation et qu'on va appliquer, mais il n'y a pas besoin d'avoir compris pour que ça fonctionne. Parce que, Hmm. j'ai oublié de dire ça, une des caractéristiques les plus merveilleuses de notre système nerveux autonome, et c'est ça la magie du polyvagal, c'est ce qu'on appelle la neuroception. C'est-à-dire que mon système nerveux autonome à cet instant, même si mon cerveau ne le sait pas, il sait dans quel état ton système nerveux autonome se trouve. Il le sent, il le perçoit. Tu vois, c'est comme ça parle. Voilà, c'est tranquille. Et du coup, quand toi, tu es régulier en ventral, mon Hmm. système nerveux autonome, s'il a cette capacité, ou sinon il va falloir l'accompagner parce que des fois il a été traumatisé, mais il va prendre la co-régulation, on dit ça, il va recevoir de la sécurité de toi, Hmm. tu vois. Et même si on n'a rien dit, enfin, Si on l'a pas observé, si on prend pas le temps, conscience de l'observer. voilà, même ça marche quand même. Alors ça marche mieux quand on est plus dans le contact. Par exemple, là, tu vois, je sens que nos yeux se sont connectés. Ouais. Voilà, donc quand on est dans le contact visuel, quand on est dans la synchronisation des respirations, par exemple, et le toucher, un toucher extrêmement subtil et délicat, tu vois. Donc moi, je fais mes séances par Zoom, mais en présentiel, on met la main dans le dos, juste ça, sans autre contact. Et on dit, est-ce que ce serait bon pour toi que je mette ma main dans ton dos, vérifie, tu vois, on demande l'autorisation, on ferait vraiment très attention à ça. Et en fait, ça déclenche un réflexe archaïque. En fait, on sent la présence sécure quand le thérapeute est lui-même dans son état ventral régulé, justement. Hmm. Et ça a un effet extrêmement fort. Voilà. Et oui, la personne se sent soutenue, accompagnée. Voilà. Et du coup, c'est plus évident pour elle d'ouvrir un petit peu d'espace pour accueillir ce qui va se passer en séance. Voilà. J'ai donné quelque chose de très simple. Parfois, c'est plus complexe. Les situations demandent de créer de la sécurité en respectant les chemins, on va dire, de dérégulation qui ont été vécus par la personne. Oui, Donc, tu vois, par exemple, en polyvagal, parfois, certaines personnes, elles vont être plus en sécurité si le thérapeute recule, oui. parce qu'elles ont besoin d'avoir plus d'espace. L'espace. Hmm. Voilà. Ou si on regarde pas en face, qu'on regarde en diagonale à un moment précis de la séance, le système se sent plus sur la sellette et va pouvoir se détendre. Donc ça, c'est des exemples de choses très pratiques, très concrètes que n'importe quel thérapeute peut appliquer. La Et théorie polyvagale, ça se mélange à toute autre approche thérapeutique. mais tout Mm. à fait, parce qu'en fait, c'est cette théorie polyvagale, pour le coup, ça met en cognitif et en lumière ce qu'on fait très naturellement. C'est vraiment notre mode de fonctionnement naturel quand, on est, bienveillant, qu'on a envie de soutenir l'autre et qu'on fait tout notre possible pour que ça se passe bien. Sauf qu'on se rend Alors, pas compte qu'on a juste mm, un peu notre positionnement, que par mimétisme, on va se mettre à avoir les mêmes gestes, pour un peu, voilà, ouais, se mettre en relation miroir quelque part. exactement, il y a de ça vraiment de la corrégulation. Ça, c'est un des principes fondamentaux, c'est ce lien, se connecter. Et en même temps, dans le cas d'accompagnement de situations plus difficiles, il y a aussi beaucoup de vigilance à ce que nos propres mouvements de régulation, notre propre langage de régulation, ne prennent pas le pas sur l'écoute de ce qui est bon pour le patient. Et oui, Tu vois, si moi, ma régulation, c'est le contact, je vais avoir tendance à offrir du contact. Et oui. donc, un patient qui serait d'un attachement évitant, par exemple, ou voilà, un endroit d'effondrement dorsal, il a peut-être besoin d'autre chose. Et donc, Mmh. ça demande, tu vois, de pouvoir ajuster en permanence la neuroception de ce que je perçois et non pas ce dont mon système a besoin. Ouais, c'est Voilà, ça. Te poser la question, c'est mon besoin à moi ou c'est le besoin de l'autre système? que je perçois, voilà, exactement. Mmh. Donc, tu vois, quand je parle de système, là, on rejoint un peu la notion d'IFS, Mmh. mais on va être dans des endroits qui sont souvent archaïques, qui sont souvent pas vraiment des parts, et on va réguler cet état pour revenir à suffisamment d'équilibre de ventral pour qu'il y ait assez de sels pour qu'on puisse accompagner les parts en IFS. Oui, Enfin, moi, c'est comme mais ça que je vais travailler, voilà. ouais et je trouve que c'est passionnant parce qu'effectivement, des fois, même l'individu comprend pas pourquoi ça s'ouvre pas, pourquoi ça bloque, pourquoi ci, pourquoi ça. Parce qu'il y a aussi cette dimension archaïque qui est là depuis, des milliers d'années, fruit de l'évolution. Il se passe tellement de choses à l'intérieur de nous, on est tellement riches, et c'est tellement, inconscient que forcément, ça dépasse souvent l'entendement quand on se met à introspecter sur soi et à vouloir mettre en lumière, nos blocages, nos traumatismes. Mais
Bon, c'est une aventure qui est merveilleuse, surtout quand on est bien accompagné. Avec autant de douceur et heu et de perspicacité qu'avec toi, Lara. Et dis-moi Lara, est-ce qu'il y a des livres, des auteurs donc tout à l'heure tu as parlé de Stéphane Porges, mais je sais que tu as une autre Oui. thérapeute ou je sais Alors pas si moi, elle est thérapeute d'ailleurs que tu aimes oui, beaucoup? je suis extrêmement touchée et inspirée et fan, on va dire, de tout ce qu'a transmis Deborah Dana. Donc elle Mmh. s'appelle Deb Dana, mais je crois que son vrai nom c'est Deborah. Elle a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle Ancré. Et puis je crois qu'elle en a Mmh. sorti un deuxième récemment pour les thérapeutes, parce qu'Ancré c'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment des pratiques quotidiennes d'exploration polyvagale, parce que là ce que je t'ai dit c'est extrêmement simpliste. En fait c'est beaucoup plus complexe et riche Ah bah derrière oui, oui. de faire en accompagnement. Et, et donc, elle incarne ça de façon incroyable, elle transmet ça. Et puis, il y a d'autres, je te donnerai des liens aussi, il y a d'autres thérapeutes que j'estime énormément, mais qui sont plutôt en langue anglaise. Enfin, Deborah Dana aussi, elle est en anglais. Et puis, il y a l'école de self-thérapie de François Ledoz, qui forme à une approche qu'a combiné François Ledoz entre entre l'IFS, la théorie polyvagale et la théorie de l'attachement, qu'il a appelé IR. Et je suis formée aussi de cette école. Voilà, donc ça aussi, on peut envoyer des gens vers ça. Et puis, moi, ce que je trouve le plus chouette, surtout pour des patients, c'est tout le magnifique travail de Quantum Way. C'est une association, enfin c'est un réseau associatif qui organise des colloques gratuits enfin c'est gratuit en première audition et puis après il faut payer pour avoir les replays comme d'habitude bilingue, tout en français et tout en anglais, avec des intervenants de qualité internationale. Et c'est vraiment un très très beau travail. Ce colloque s'appelle Trauma, attachement et résilience. Et il y a toujours des choses sur la théorie polyvagale et l'IFS, plus plein d'autres approches thérapeutiques. C'est une mine d'or absolue. Ils ont un site web avec les archives, ils ont des masterclass, ils ont des podcasts, c'est eux qui ont traduit le bouquin de Deb Dana. Enfin, ils font un énorme travail, quoi. Mmh. C'est vraiment un très bel endroit de ressources pour tout le monde. OK. Bon bah tout ça, je le mettrai dans la description de la vidéo, donc faudra qu'on fasse le point toutes les 2 pour que je n'oublie rien, n'est-ce pas? Super! Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais, non! Quelles sont tes aspirations ou tes futurs projets en tant que thérapeute? Oh, la jolie question en début d'année pour le mois de janvier. Merci, Eh Elodie. oui! Alors, mes projets, mes aspirations. Ouais, j'en ai plusieurs. Donc, je ne sais pas si tu le sais, hein, mais du coup, je vois pour moi un continuum très très fort entre ces approches de l'IFS et ce qu'on peut avoir sur d'autres approches d'accompagnement, notamment avec des hypnoses. Ouais. Voilà, donc j'aimerais travailler avec d'autres thérapeutes. euh, Tu vois, qui sont praticiens sur certaines hypnoses, notamment les HRE, et pouvoir proposer de la métabolisation en IFS. Pour moi, c'est Ouais. ultra puissant. Oui. Je l'ai vécu pour moi-même, et je le vis avec des patients et des copines qui ont fait des séances, et je vois bien que c'est très complémentaire. Donc ça, j'aimerais beaucoup, vraiment. Et puis, donc j'ai toujours à cœur de retourner aussi vers les équipes de professionnels que j'accompagnais par le passé. Et j'ai monté du coup déjà une formation qui s'appelle de l'éco-anxiété à l'éco-résilience, dans laquelle je présente le modèle polyvagal et j'explique certaines choses qui peuvent s'utiliser de façon très simple, sans être thérapeute, sans aucune ambition thérapeutique proprement dite, dans l'accompagnement des projets, des équipes et des groupes qui sont confrontés à des situations de dérégulation liées notamment aux questions d'écologie, mais ça peut être lié aussi à l'état du monde en fait. Juste l'état du monde, à l'incertitude radicale, le fait de ne pas du tout pouvoir se projeter dans l'avenir parce que on a peur en fait de ce qui va arriver. Ça nous met à un endroit de dérégulation chronique, Mmh. on va dire, qui bloque toutes les ressources des équipes professionnelles. Et du coup, à cet endroit-là, il y a beaucoup à faire et à accompagner. Pour moi, ce qui me plaît, c'est de rendre un peu autonomes les équipes, les gens, les personnes, euh, pour déjà eux-mêmes apprendre à voir ce fonctionnement se mettre en place dans les projets professionnels, parce que souvent on n'est que dans le mental, donc on a une aveugle complète, une zone aveugle sur tout ce qui se passe au niveau corporel, polyvagal et émotionnel.
Oui, puis souvent l'émotionnel, il est clairement mis de côté en Voilà, entreprise. On laisse ça à la porte de la c'est ça. société et puis hop, Voilà. on Et branche son cerveau et donc moi, ma spécialité, donc c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, hein, c'est de démontrer rationnellement et scientifiquement, puisque j'ai un doctorat en neurosciences, que j'ai fait voilà, moult choses avant, tout ça, ouais, c'est pareil démontrer avec Clara. rationnellement et scientifiquement que ça ne doit pas être rationnel. Et du coup, bah, les défenses tombent, enfin, voilà, et je peux accompagner des gens les plus, on va dire, classiques, on va dire, à explorer comment est-ce que ces nouvelles approches, ces nouveaux outils sont non pas de la décoration pour faire plaisir à la RH, mais le b.a.-ba d'une équipe fonctionnelle. C'est ça. Parce Voilà. qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail, mais si on parle pas de ça, ça me paraît un peu compromis. Ça Voilà, reste la qualité de vie au base. travail, créativité, Mm. capacité à faire face aux enjeux, capacité à rester relationnel avec les publics et les partenaires quand ça va pas du tout ça quoi. Mm. Mais moi, j'ai assisté à cette formation de Lara quand elle est venue sur Poitiers. Et du coup, bah, j'étais un peu, j'étais la seule thérapeute, hein, c'était pas la vocation donc comme elle l'a dit, de sa formation, mais ça m'a permis, moi, d'observer un peu comment, justement, elle s'adaptait pour faire connaître à tout à chacun ces dimensions-là d'eux-mêmes. Donc, la théorie polyvagale, ce cheminement, ce mode de fonctionnement assez archaïque. euh, et ils étaient tous, ben, scotchés parce qu'ils ont compris plein de choses. Ça a mis en lumière, en compréhension, pas mal de leurs conflits relationnels, etc. Alors ensuite, ce qui est chouette aussi, c'est d'avoir beaucoup échangé tous ensemble pour partager un peu les idées qui pourraient émerger de telles problématiques, chacun en prenant en considération l'endroit depuis lequel il exprimait son point de vue. C'était hyper enrichissant en fait. Ça a Mm. permis d'apporter une multitude de potentialités, de possibilités. Dans l'échange, c'était hyper créatif. Et je sais qu'ils ont tous adoré parce qu'il y en a plein qui, je pense, venaient de très loin par rapport à ça. Et c'est ce qu'ils disaient, hein, on n'a jamais parlé de ça, même les émotions, même de me demander mon avis sur ci ou ça, c'était pas tabou, mais pas loin, quoi, pas abordé, quoi. Mm. Donc ouais, t'as mené ça avec brio, et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est comme l'a dit Lara, elle est ultra performante. T'es capable d'apporter les références, la dimension scientifique, t'es hyper cohérente en fait. Donc ça match. Et donc Ouais. le message y passe. Et donc c'est facile d'apprendre de nouvelles notions avec toi. Donc voilà, que ce soit pour un besoin personnel de thérapie ou que ce soit pour des entreprises qui souhaitent encore mieux collaborer, encore mieux fonctionner et potentialiser leurs ressources humaines, eh ben, contactez Lara. Et d'ailleurs, comment s'appelle ton site? Changement vivant, c'est Oui, c'est ça? ça. www.changementvivant.fr. Ouais. Voilà. Et là, il y a toutes les informations sur ce que pratique Lara, à naviguer dedans. Il n'y a pas tout parce que en fait je suis pas tout à fait à jour, donc ça présente mon activité de thérapeute, ça oui, mais en termes de Ouais. formation, il faut m'appeler parce que j'ai développé des choses pour des clients que j'ai pas mis sur mon site web, parce que Hmm. j'ai fait différents types de formations et tout n'est pas sur mon site, donc on peut m'appeler, me contacter pour en savoir plus. Ok. Donc, il y a aussi la casquette, voilà, individuel thérapeute, mais aussi pour les professionnels, sans que ça parte dans de la thérapie, mais vraiment pour développer le potentiel de chacun et les connaissances de chacun. Très bien. Ben, je te remercie. Écoute, est-ce qu'il me reste des petites questions? Est-ce que tu pourrais changer, si tu devais changer quelque chose dans ta perception ou l'accès à ces thérapies, à ces formes de thérapie, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui t'inspirerait Hmm. pour que plus de monde encore connaisse? Parce que j'ai l'impression que c'est pas Eh bien, très connu. je crois que pour l'IFS, en fait, c'est étrange, hein. Mon expérience personnelle en tant que utilisatrice, on va dire, c'est que c'est pas que de la thérapie, en fait, c'est un rendez-vous avec soi. C'est Et beau. du coup, pour moi, voilà, c'est comme, c'est aussi de l'exploration, du Je suis plaisir, d'accord. de la joie. Tu vois, donc, en fait, moi, je goûte d'avoir un rendez-vous régulier, même quand je vais bien. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, parce que c'est un rendez-vous avec soi-même, quoi. Donc, Génial. voilà. J'en ai Bah déjà oui, non mais fait. voilà pourquoi forcément avoir des gros problèmes pour aller à la rencontre de soi. Effectivement. Très bien dit ça.
C'est comme aller faire un bon petit massage, prendre soin de soi. Juste prendre soin de soi. Et on Super. peut recevoir des messages incroyables des parts de nous-mêmes. Oui, C'est un chemin d'évolution énorme. non mais tout à fait. Puis en plus, plus on pratique, plus on a cette capacité ensuite d'acquérir de l'autonomie dans notre propre introspection, interoception, et donc de recevoir les messages dont on a besoin à l'instant T, et ça devient une hygiène de vie, un art de vivre. Exactement. Mm. Un art de vivre. Merci Elodie. Bon, alors comment est-ce qu'on te contacte, Lara? Parce que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux pratiquer parce que tu es sur Lyon. Oui, donc Euh, je suis sur Lyon, mais comme j'ai fait le choix pour l'instant de ne pas avoir de cabinet en présentiel, j'ai des patients qui viennent d'ailleurs en France, donc c'est pas un souci. Tu vois, je peux vraiment prendre des gens qui donc viennent sur Zoom. de raison sur Zoom, ça marche très bien. Il faut créer la relation thérapeutique et la confiance, donc on met peut-être des fois 1 ou 2 séances avant que ça. Enfin, ça dépend Bien sûr. des gens, ça plonge tout de suite très loin, voilà, ça dépend des personnes, mais donc je prends des nouveaux patients à partir du mois de mars, s'il y avait des gens qui étaient intéressés. Et puis, sinon, on peut me contacter par mail ou par téléphone pour échanger avec moi s'il y avait des besoins ou des envies d'autres types d'accompagnement, pas forcément en thérapie, mais voilà. Ou en savoir tout simplement plus. Savoir Vous plus, téléphonez à voilà, Lara. Voilà. complètement, ouais. Sachant que je n'ai pas mentionné, mais il y a une troisième approche à laquelle je Ah, suis formée, qui est la thérapie mosaïque, mais on ne va pas développer ça aujourd'hui, c'est sur mon site web aussi, voilà. ok, d'accord, C'est super. Bon, quelque chose je qui vais. vient de l'EMDR. C'est une sorte d'évolution de l'EMDR, voilà, très, très douce et qui, pour moi, demande le même état intérieur que l'IFS. C'est-à-dire que ça part aussi d'un endroit d'accueil du self. Voilà. Bon, Voilà. c'est formidable tout ça. En tout cas, on va conclure sur le mot douce. Moi, je trouve que c'est ce qui te qualifie vraiment le mieux, en tout cas pour cette soirée. C'est un visage rayonnant, un grand sourire, une douceur dans la voix, dans les gestes, une fluidité aussi à s'exprimer. On sent que tu es passionnée et que tu es passionnante. Donc, bah, écoutez, je vais tâcher de noter toutes les références de Lara dans la description. Et puis, je te remercie infiniment, Lara, pour ce temps partagé. Et je vous remercie à vous aussi, ceux qui nous écoutez. Et je te fais des gros bisous et à bientôt. Merci Elodie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chemin intérieur. J'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion ou des clés pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ces petits gestes m'aident énormément à faire connaître le podcast et à continuer à partager avec vous. Et si vous avez des questions, des idées de sujets ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage sur nos chemins intérieurs.